Imaginons, juste un instant, une voiture lancée à toute vitesse sur une route de montagne. Une route bien dangereuse, j'imagine. Ouais, très dangereuse. L'accélérateur est coincé au plancher, le moteur hurle et le véhicule prend chaque virage un peu plus vite que le précédent. Le genre de scénario qui finit mal en général. Exactement. Mais le détail le plus angoissant dans tout ça, ce n'est pas la vitesse vertigineuse ou le précipice juste à côté. C'est le fait que le rétroviseur central a été brutalement arraché. Ah ouais, carrément arraché. Voilà, les rétroviseurs latéraux sont brisés et la lunette arrière est entièrement murée. En fait, il est physiquement et psychologiquement impossible de jeter le moindre coup d'œil en arrière. Et le pire, c'est l'ambiance dans l'habitacle, quoi. Si un passager qui est terrifié par la situation a l'audace de suggérer qu'il faudrait, je sais pas, peut-être ralentir pour regarder une carte, Ce qui semble logique. bah oui, ou pire, s'il demande à regarder le chemin qui vient d'être parcouru pour comprendre où la voiture s'est perdue, là, il est immédiatement pointé du doigt. Il devient l'ennemi public numéro 1. C'est ça, les autres l'accusent de vouloir provoquer un accident mortel, d'être un ennemi du voyage ou même de souhaiter en secret le retour à l'époque des charrettes à cheval. C'est vraiment une fuite en avant perpétuelle, mais érigée en vertu morale absolue. C'est une métaphore assez glaçante, mais elle illustre de manière spectaculaire le paysage politique et philosophique de notre analyse d'aujourd'hui. Une analyse qui s'annonce plutôt intense. Très intense. On se pense sur un essai qui fait vraiment l'effet d'un électrochoc, le complexe d'Orphée, du philosophe Jean-Claude Michéa. La mission, à travers les différentes sources qu'on a rassemblées, c'est de comprendre une thèse super provocatrice. Oui, l'auteur avance l'idée que la gauche moderne a purement et simplement abandonné les classes populaires. Et ça pour devenir, de manière presque contre-intuitive, le meilleur allié du capitalisme mondialisé. Rien que ça. Ouais. Et tout cela se justifierait par une dévotion totalement aveugle à une religion qu'on appelle le progrès. Alors, juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je préfère formuler un avertissement clair pour ceux qui nous écoutent. Le texte source critique la gauche moderne et aborde des concepts vraiment très politisés. C'est important de le préciser. Voilà, donc notre décryptage ne prend aucun parti, ni de gauche ni de droite. On se contente d'exposer, de manière purement objective, la mécanique intellectuelle de l'auteur. Le but, c'est juste de comprendre comment ces idées résonnent dans le débat public sans rien cautionner. Je suis prêt à plonger là-dedans, en tout cas. Bon, décortiquons un peu tout ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette transformation repose sur un mythe psychologique très ancien. Pour comprendre ce basculement politique, il faut d'abord regarder le blocage psychologique qui le maintient en place. Tu parles de l'obsession de l'avenir et de la terreur du passé, c'est ça? Absolument. C'est d'ailleurs ce qui donne son titre au livre. Le mythe d'Orphée, c'est un grand classique. Ce poète grec descend aux enfers pour sauver la femme qu'il aime, Eurydice. Jusque-là, c'est romantique. Sauf qu'Hadès accepte de la laisser repartir à une condition stricte, non négociable. Orphée doit marcher devant elle et ne se retourner sous aucun prétexte avant d'avoir franchi la sortie. Et bien sûr, il craque. Bah oui, rongé par le doute, il se retourne et Eurydice disparaît pour toujours. Et selon Michéa, l'homme de gauche moderne souffre exactement de ce même complexe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas regarder en arrière. C'est ça. Il est condamné à gravir la montagne du progrès sans jamais s'autoriser un seul regard en arrière. Dire que c'était mieux avant, sur n'importe quel sujet que ce soit l'école, la sécurité, le lien social, c'est le tabou absolu. Sous peine de se faire excommunier du camp du bien. Exactement. Si tu fais ça, tu es traité de réactionnaire ou de fasciste. Direct. C'est fou. En fait, c'est comme si le progrès, c'était une mise à jour logicielle forcée sur ton téléphone. Ah, l'analogie est bonne. Tu ne peux pas la refuser. Même si la nouvelle version détruit des fonctionnalités super utiles de l'ancienne, tu dois faire avec. Impossible de revenir en arrière. Mais pourquoi cette haine viscérale du passé? D'où ça vient? Alors ça, les sources l'expliquent très bien par l'histoire. Cette religion du progrès, elle vient d'un traumatisme originel profond, celui des guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles. Ah oui, les massacres entre protestants et catholiques. Des boucheries absolues. L'Europe s'est entretuée au nom de croyances. Le plus jamais ça a engendré une certitude vraiment obsessionnelle, celle que le passé n'est que ténèbres, passions irrationnelles et superstitions. Et donc, il fallait trouver autre chose pour pacifier la société. C'est ça. La raison, la science et le mouvement perpétuel sont devenus les seules voies de salut. La technique et le calcul économique remplaçaient la religion. On ne s'entretue pas pour une équation mathématique. C'est clair.
Mais attends, il y a un truc qui cloche là. Puisque le rejet du passé, c'est le dogme central de cette modernité bourgeoise et libérale, comment le mouvement ouvrier a-t-il pu s'y associer alors? C'est la grande question. Bah oui, parce que les ouvriers, à la base, ils s'appuyaient sur des solidarités très anciennes. Les corporations, les villages. Alors comment ils ont fusionné avec cette idéologie du progrès? Pour ça, il faut regarder du côté de l'affaire Dreyfus, à la fin du 19e siècle. Historiquement, le mouvement ouvrier et socialiste était indépendant. Les ouvriers n'aimaient pas plus la bourgeoisie de gauche que l'aristocratie de droite. Ils se faisaient exploiter par les bourgeois libéraux, de toute façon. Exactement. Mais face à la menace de l'extrême droite anti-dreyfusarde, un compromis s'est forgé. C'est ce qu'on a appelé le bloc des gauches. Les socialistes ont rejoint les libéraux et les républicains de progrès pour défendre la République. Sauf que ce compromis tactique est devenu permanent. Voilà le piège. Et la conséquence de cette alliance, c'est que la gauche a progressivement remplacé la lutte des classes par l'avant-gardisme culturel. Donc on passe de la défense du salaire de l'ouvrier à l'éducation morale de la société. C'est exactement ce que dit le texte. L'homme de gauche se voit désormais comme faisant partie d'une minorité éclairée qui doit éduquer le peuple. Si l'on relie cela à la situation globale d'aujourd'hui, on comprend mieux le mépris ambiant pour des figures populaires caricaturées. Le fameux beauf ou la famille Groseille. Oui, ces gens ordinaires sont soudain jugés trop attachés à leurs racines, à leur quartier ou à leur tradition. Ils deviennent le symbole de l'arriération. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la gauche progressiste a abandonné le peuple au profit de ce mouvement perpétuel, sur quelle base le peuple s'appuie-t-il pour résister au capitalisme? Je veux dire, est-ce que les gens ordinaires sont vraiment juste des conservateurs un peu étriqués? Eh bien, cette question nous amène directement à la seule alternative morale que propose l'auteur, qui est inspirée par George Orwell, Orwell, l'auteur de 1984? lui-même. Orwell avait un concept assez génial, presque un oxymore. Il se disait partisan de l'anarchisme Tory, donc un anarchisme conservateur. C'est paradoxal ça. Comment on peut être anarchiste et conservateur en même temps? C'est l'idée qu'une vraie rébellion contre le capitalisme destructeur doit forcément avoir une dimension conservatrice. Pour que le monde reste vivable, il faut bien conserver certaines limites, qu'elles soient morales ou écologiques. Ah, je vois. Si tu détruis absolument tout, tu n'as plus rien pour te défendre. C'est ça. Et le cœur de ça, c'est ce qu'Orwell appelle la décence ordinaire, la common decency en anglais. La décence ordinaire, c'est ce sentiment qu'on a tous, non? Ce truc intuitif qui dit qu'il y a des choses qui ne se font pas. Exactement. C'est le sentiment intuitif des classes populaires. On ne frappe pas un homme à terre, on aide son voisin. D'ailleurs, Micha fait un lien direct avec l'anthropologie de Marcel Mauss dans ses notes. L'essai sur le don, c'est ça? Oui. Mauss expliquait que le socle de toute société humaine, c'est la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est ce qui crée le lien social. La décence ordinaire, c'est la version moderne de cette entraide. Le problème, et c'est majeur, c'est que le libéralisme économique, le capitalisme, il s'en fiche complètement de la décence. Totalement, oui. Adam Smith et la main invisible, c'est basé sur la cupidité, sur l'intérêt personnel. C'est purement de la moralité. Si un contrat est légal, peu importe si c'est indécent. C'est le droit procédural contre la morale commune. Le marché exclut la morale pour éviter les conflits, soi-disant. C'est pour ça que la common decency, des gens ordinaires comme la solidarité de quartier, c'est en fait le vrai rempart contre le calcul égoïste du marché. Mais du coup, si le marché détruit ces solidarités traditionnelles pour s'étendre, on comprend pourquoi le capitalisme et la gauche progressiste s'entendent si bien aujourd'hui. Cela soulève une question cruciale, justement. Peut-on déréguler les mœurs sans déréguler l'économie? Pour Michéa, la réponse est un non catégorique. C'est la fusion des libéralismes. Absolument. Le libéralisme culturel, porté par la gauche progressiste, qui veut transgresser toutes les limites, abolir les frontières, célébrer le nomadisme constant, c'est le carburant parfait du libéralisme économique de droite. Ils ont besoin l'un de l'autre, en fait. Oui. L'auteur utilise un exemple très parlant. Aujourd'hui, la figure du migrant, du nomade, a remplacé le prolétaire comme héros de la gauche. Et beaucoup ce changement de héros. Parce que le capitalisme a un besoin vital de travailleurs déracinés, des gens flexibles, mobiles, sans attache syndicale ou tradition locale qui pourraient les pousser à se rebeller et à bloquer une usine, tu vois. Donc le rebelle citoyen du monde qui réclame la fin des frontières? Eh bien, il réclame très exactement la même chose que le PDG d'une grande multinationale qui veut une main-d'œuvre fluide et dérégulée. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Ça veut dire que la destruction des quartiers populaires, la disparition des métiers enracinés et même la destruction de la nature, ce n'est pas juste un accident du système? Non, c'est le but même de cette alliance entre la gauche culturelle et la droite économique. C'est vertigineux. Mais alors, face à ça, est-ce qu'on se contente d'être indigné moralement ou est-ce qu'il y a des outils concrets? Je pense à cette proposition mentionnée dans les textes, la monnaie fondante. Ah oui, l'idée de Silvio Xel. Voilà. C'est un exemple fascinant d'une idée technique, concrète, pour empêcher l'accumulation du capital, très loin des discours purement moraux. Une monnaie qui perd de la valeur avec le temps si tu ne la dépenses pas. Ça force l'argent à circuler au lieu d'être accumulé par quelques-uns. C'est un parfait exemple d'ingénierie au service de cette fameuse décence ordinaire. Bon, si on récapitule un peu ce grand voyage intellectuel, c'est assez dense. Ce fameux complexe d'Orphée, en fait, il force une partie entière de la société à fuir perpétuellement en avant. Sans jamais regarder dans le rétroviseur. Exactement. Et en faisant ça, ça détruit sur son passage toutes les solidarités humaines fondamentales, cette décence ordinaire qui permet à une société d'être juste et habitable. Tout est transformé en contrat froid et en marchandises. Voilà. Et c'est important de rappeler pourquoi cette grille de lecture est précieuse pour quiconque suit l'actualité politique aujourd'hui. Ça éclaire pas mal de choses, en effet. Bah oui, ça permet de comprendre pourquoi des camps politiques qui se disent opposés sur les plateaux télé finissent souvent par voter les mêmes dérégulations économiques ou culturelles. Et surtout, ça explique ce sentiment d'abandon total ressenti par les classes populaires face à une élite mondialisée. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on pourrait laisser ceux qui nous écoutent réfléchir. Une pensée un peu provocatrice qui n'est pas directement évoquée, mais qui découle de tout ça. Je t'écoute. Et si le véritable esprit critique, aujourd'hui, ça ne consistait pas à chercher l'innovation et la rupture à tout prix? Et si, au contraire, ça demandait le courage de s'arrêter, de regarder en arrière et de trier ce qui mérite vraiment d'être sauvé des ruines du passé? Donc, tu te demandes s'il est possible de construire un avenir radicalement nouveau en étant, paradoxalement, un peu conservateur. C'est ça. Garder ce qui nous rend humains pour mieux avancer. Eh bien, ça donne matière à réfléchir sur la direction que prend notre propre voiture. Merci pour ce décryptage fascinant. Merci à toi, c'était passionnant.